Certains épargnants ont-ils raison ou pas de s'inquiéter de la réforme de la fiscalité prévue par le gouvernement? Voici avec Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur à l'OFCE, on sait que le gouvernement prépare pas mal de mesures fiscales avec beaucoup d'impôts, de baisse d'impôts à la clé, 11 milliards d'euros sur 2018. Sauf qu'il y a certaines dispositions qui sont de nature un peu à décourager les épargnants qui voudraient investir dans l'immobilier, puisqu'on sait que l'impôt sur la fortune sera recentré sur l'immobilier, sur l'assurance vie, avec cette flat tax, ce prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les revenus financiers. Voilà, l'immobilier, l'assurance vie, deux placements préférés des Français. Quand on regarde la composition de leur patrimoine, il y a quand même un vrai sujet où on parle pour rien, où on lève un lièvre. Il y a un petit sujet, disons. Bon, mais quand même, avant de parler de ce dont ont peur les épargnants, il faut quand même partir un petit peu du contexte. On est dans un contexte où Emmanuel Macron, le gouvernement Philippe, vont proposer une réforme de la fiscalité de l'épargne et du capital qui est quand même assez massive, avec la suppression de l'ISF. Enfin, suppression. Sa transformation, le recentrage sur l'immobilier. Oui, mais bon, enfin, donc la suppression quand même de l'impôt sur la fortune sur la partie placement mobilier, et puis une réforme de la fiscalité du capital en profondeur, avec le prélèvement forfaitaire unique, qui va taxer à 30% les revenus du capital, alors encore une fois mobilier, qui est quand même une petite révolution pour les épargnants. Et dans ce contexte-là, il y a deux produits d'épargne qui effectivement sont, on ne va pas dire maltraités, mais qui en tout cas ne sont pas aussi bien traités que les autres. C'est l'immobilier. C'est d'une part les placements immobiliers, et puis d'autre part la question de l'assurance vie qui échappe un petit peu à cette réforme de la fiscalité. Allez, on va prendre les choses dans l'ordre. Justement, l'immobilier avec le nouvel impôt sur la fortune immobilière, est-ce que ça va pénaliser ou pas les détenteurs d'immobilier en direct? Parce qu'on nous dit que ce sera le même montant d'impôt à payer, le même montant d'ISF. Ça sera même taux, même seuil. Ça sera même un peu moins, normalement, David Jaco. Parce qu'il y a toujours aussi un petit peu de placement financier. Et oui, et comme ces placements financiers sortent de l'assiette, ça veut dire que les contribuables, surtout les plus aisés, qui avaient un portefeuille financier important, vont descendre dans les C'est la réalité, pardon, c'est un peu hors sujet, encore que c'est lié, mais plus on a d'argent, plus on a du patrimoine, plus la part des actifs financiers grossit. On a des chiffres là-dessus d'ailleurs? Ah oui, on a plein de chiffres. Ça, on est bien documenté là-dessus? On est parfaitement documenté, donc ça on sait très bien. La propriété immobilière, elle est très fréquente dans la population. Pratiquement tous les déciles ont de la propriété immobilière. Elle est importante pour les deux derniers déciles de la distribution de revenus. Et les 20% qui ont le plus de patrimoine. C'est ceux qui ont le plus de patrimoine. Et dans les 20% qui ont le plus de patrimoine, il faut vraiment aller dans les plus riches pour pouvoir avoir apparaître du patrimoine financier de façon importante. Mais sur les 20%, quelle est la part de détention de capital financier, de placement financier chez les 20% les plus riches, par exemple? En moyenne... De leur patrimoine? En moyenne, je ne voudrais pas vous donner... Au doigt mouillé, non mais au doigt mouillé. Au doigt mouillé, c'est en moyenne sur les 20% les plus riches, ça représente, le patrimoine immobilier représente 80 à 90% quand même. Du patrimoine. Mais par contre, quand vous prenez le 1% le plus riche, donc le dernier centile, là, la part du patrimoine financier augmente. Et dans les derniers milliles, c'est-à-dire les 1 millième de la population les plus riches, ceux qui gagnent plus de, ou qui ont un patrimoine plus de, voilà, on est en millions là pour le coup. Les patrimoines en millions, alors là pour le coup, la part des actifs financiers devient prépondérante. Oui, mais pour le monsieur tout le monde, entre guillemets, qui paye l'ISF, encore que ce n'est pas tout à fait monsieur tout le monde, mais encore une fois, donc ils ne seront pas pénalisés puisque c'est le même taux, mais vu qu'ils ont un peu de placement financier, leur cotisation d'ISF ou d'impôt sur la fortune immobilière sera plus faible. Donc ce n'est pas une désincitation à investir dans l'épargne. Investir dans l'immobilier, je veux dire. Ce n'est pas une désincitation, mais disons que c'est un traitement moins favorable. C'est un peu du désamour plus qu'une taxation supplémentaire. Donc il y a ce côté-là. Il n'est pas fan de l'immobilier, Emmanuel Macron, ça on avait compris. Il n'est pas fan, il l'a décrit comme une rente, en disant il y a des investissements productifs, sous-entendant que celui-là il est non productif. C'est pas le sujet du jour, mais vous en pensez quoi en deux mots? Parce que ça crée comme des emplois, non? Ça crée des emplois, ça crée de la TVA. Et puis bon, ça correspond quand même à un service dans lequel les gens ont besoin de se loger, ont besoin de louer, donc il y a quand même aussi besoin d'avoir cette propriété-là. La question, c'est de savoir, est-ce que les survaleurs de l'immobilier pénalisent pas et ne provoquent pas une mauvaise allocation du capital
et de l'épargne et de l'endettement dans un pays comme la France, quand les prix sont vraiment trop élevés et qu'il y a une forme d'enrichissement sans cause ou injustifié dans l'immobilier. Voilà, c'est un peu ça le fond du problème. On parle de l'immobilier évidemment au travers de la résidence principale, la résidence secondaire, mais pour les épargnants qui font de l'immobilier locatif pour se préparer une retraite, du patrimoine, on ne sait pas trop quel sera le traitement pour le coup dans ce nouvel impôt sur la fortune immobilière. On ne sait pas trop si, même la flat tax, on ne sait pas trop dans quelle mesure ça sera appliqué ou pas. Sur l'impôt sur la fortune immobilière, on sait à peu près, c'est-à-dire que très probablement les résidences locatives qu'on détient seront intégrées dans le patrimoine immobilier. Et la pierre papier? La pierre papier. Les SCPI, les Français en raffolent, des milliards d'euros sont investis chaque année. Une grande partie des produits pierre papier sont quand même neutres en matière de fiscalité. Donc en fait, c'est comme si vous déteniez directement de l'immobilier. Après, il y a une question pour la pierre papier hybride. J'ai pas compris là, pardon. Alors, SCPI commerciale ou de bureau, dans quelle mesure c'est intégré dans dans la base taxable du nouvel impôt sur la fortune immobilière? Là, effectivement, il y a une incertitude. Je voulais l'entendre. Voilà, non, mais d'accord, ok. Bon. Et après, il y a la question du prélèvement forfaitaire unique, pour savoir si les revenus locatifs... ça c'est non. Alors, c'est non, mais c'est bien compris. À un moment donné, la pierre papier, comment elle est traitée? Est-ce qu'elle est traitée comme un produit financier ou est-ce qu'elle est traitée comme un produit immobilier? La question va se poser. Il y a un lobbying intense de ce côté-là, des organisations professionnelles qui promeuvent ces produits-là et on verra ce que ça va donner. Gain de cause, on verra. Ce qui est sûr, c'est que les propriétaires immobiliers, sous Macron, quand même, ont de quoi un peu faire la gueule, encore une fois, avec des revenus qui seront à la tranche marginale, plus les prélèvements sociaux qui sont augmentés d'1,7 point, l'impôt sur la fortune immobilière où il n'y a pas d'allègement. Ok, mais disons qu'ils ne vont pas avoir une fiscalité alourdie. C'est ça le sujet. Voilà, ils vont quand même avoir une fiscalité qui va être réduite. Donc, d'accord, ils sont moins bien traités que les détenteurs d'actions, mais ils ne sont pas maltraités dans ce sens-là. Bon, après l'immobilier, ce qui nous reste un petit peu de temps encore, l'assurance vie. Aujourd'hui, la fiscalité, au-delà de 8 ans, on le sait, tout retrait est frappé ou taxé plutôt à 23% après un abattement de 9 200 euros par an pour un couple, en passant à 30% pour les contrats avec ce prélèvement forfaitaire unique, si j'ai bien compris. Pour les contrats supérieurs à 300 000 euros, pour les nouveaux versements, 300 000 euros, c'est pour un couple, tout contrat confondu, on s'orienterait vers ça. Pour les gros contrats, va falloir payer plus d'impôts. C'est un mauvais signal qui est envoyé alors, Bercy nous dit c'est juste 3 ou 4% des contrats, mais en euros, en capitaux, ça fait des milliards. Ça fait, on ne sait pas très bien combien ça fait. Ça fait des milliards. Ça fait forcément des milliards en capitaux, oui. Mais 1650 milliards d'euros, c'est une augmentation qui n'est pas si forte que ça de la fiscalité quand même. C'est passé de 23 à 30%. Parce qu'on n'est pas concerné. Sans doute, mais il faut quand même bien noter que ce ne sera que sur les flux nouveaux et pour des contrats qui sont quand même relativement importants. Donc c'est une fiscalité qui augmente relativement peu, qui va rendre moins attractifs les contrats d'assurance vie. Les assureurs vie. Alors que ça marche bien. Est-ce que c'est pas justement mettre un coup de canif alors qu'il y a une forme de pacte de confiance sur l'assurance vie? On n'a jamais touché jusqu'à présent à la fiscalité de l'assurance vie. Là, ça remet. C'est un peu le prix à payer pour avoir une fiscalité mise à plat avec une simplification et des taux qui seront les mêmes pour tous les produits. Donc, comment justifier l'avantage fiscal qui serait donné à l'assurance vie par rapport à d'autres types de produits, en quoi il est plus pertinent que d'autres formes de détention de capital. Voilà, c'est une hausse d'impôt. Attends, on dit les choses, c'est une hausse d'impôt, Xavier. C'est une hausse d'impôt dans un contexte globalement de baisse de la fiscalité sur l'assurance vie, sur ceux qui ont plus de 300 000 euros de contrat d'assurance vie, sur les nouveaux versements, etc. Sachant qu'ils ne payeront plus, par exemple, l'impôt sur la fortune. Donc, au final, je ne suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de contribuables dont la fiscalité nette sur le patrimoine augmentera après cette réforme. Bon, dernière question, on voit évidemment réagir le lobby des assureurs qui aimeraient que leurs assurés conservent, c'est la proposition en fait par les assureurs, conserver son contrat de 12 ans, alors qu'en moyenne, en réel, aujourd'hui, je crois que c'est 11 ans qu'un contrat est détenu par un assuré. Avec 30% d'investir en actions, on comprend l'intérêt effectivement des assureurs, pour le coup, ne pas être pénalisé par cette flat tax à 30% et rester à 23%. Oui, enfin les assureurs, effectivement, ils craignent la décollecte. Ils ont déjà eu la loi Sapin 2. Ils ont le problème de la remontée des taux d'intérêt et du fait qu'ils ont accumulé beaucoup d'actifs à taux d'intérêt bas. Donc, ils vont être obligés de servir sur les contrats en euros, de servir des taux d'intérêt plus bas, moins attractifs que d'autres produits. Donc, ils risquent une décollecte.
Si en plus il y a cette histoire de fiscalité qui s'inverse, ça va être voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, les assureurs ils réclament un avantage fiscal pour limiter la décollecte. C'est ça l'enjeu pour eux. C'est un enjeu qui est assez important. Maintenant, voilà, comme le principe est un principe de simplification, de mise à plat. Qu'encore une fois, ces mesures ne vont concerner que les nouveaux flux, donc chacun est libre de ne plus investir dans l'assurance vie. C'est difficile de dire non, il faut maintenir des dispositifs dérogatoires pour un certain nombre de raisons, parce que si on rentre dans ce jeu-là, on va terminer avec une réforme qui passait d'un prélèvement forfaitaire unique et universel à quelque chose qui va être, encore une fois, de la dentelle, plein de niches, avec plein de chiens. On appelle ça une usine à gaz. Une usine à gaz, voilà. Une de plus, on n'en est pas encore là. Merci à vous, Xavier Timbaud, pour ces explications. Xavier Timbaud, économiste et directeur à l'OFCE. Merci, Xavier. Merci.